Chers adhérents, chers intervenants, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle édition des grandes conférences de débat de la BRICSAM qui s'articule autour de la thématique du télétravail, un choix d'avenir. En tout cas, c'est un thème d'actualité. Tout d'abord, je tiens à remercier très sincèrement notre invité, Monsieur Youssef Cheraibi, fondateur et président directeur général de Outsourcia, de nous avoir fait l'honneur de répondre favorablement à notre invitation et de nous gratifier de sa présence. Merci beaucoup, Monsieur Cheraibi. Je souhaiterais également remercier vivement Madame Iman Salhi, directeur des ressources humaines et consultante, de nous avoir fait l'amitié d'être parmi nous aujourd'hui et de nous accompagner grâce à son expertise RH. Alors que beaucoup de salariés sont encore en télétravail, le groupe Outsourcia, opérateur marocain spécialisé dans la relation client dans les métiers de outsourcing, a annoncé la possibilité à ses collaborateurs de poursuivre le télétravail d'une manière permanente. Une première au Maroc, mais également une révolution dans le monde de l'entreprise. En fait, repenser le travail et le management au-delà de l'urgence sanitaire, en veillant à adapter son mode de management et verrouiller le tout avec des indicateurs de performance, tel sera le grand défi de ce nouveau mode de travail, mais pas que. Le télétravail, c'est aussi repenser le rôle des managers de demain dans cette transition de centre de contrôle à centre de ressources. Et pour les salariés, gérer un nouvel espace-temps tout en recherchant un équilibre et un épanouissement vie personnelle et vie professionnelle, ce n'est pas toujours facile. Avant de passer la parole à Landry Benoît, journaliste et ami de la Chambre Atlantique Radio, qui modérera donc cette conférence. Nous tenons à remercier nos fidèles partenaires que je citerai, donc OCP Group, BMCE Bank of Africa, Bombardier, Cosumar, Africa, British International School, Inouï, Maroc Lire, ANP et CIH pour leur confiance et leur soutien indéfectible. En tout cas, je vous souhaite un excellent webinaire à tous et je donne la parole donc à Landry et je vous reprendrai plus tard. Merci beaucoup, Hélène Bénis. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle conférence, ce nouveau webinaire organisé par la Chambre britannique. Bonjour à Youssef Cheraibi et Iman Salhi qui nous font le plaisir de nous rejoindre et de partager leur expertise, chacun dans leur domaine, pour parler du télétravail. Le télétravail qui a donc été effectivement adopté durant cette crise de force. On a d'ailleurs plus de 54% des salariés, des cadres aujourd'hui qui sont passés au télétravail avec cette crise du coronavirus, et beaucoup espèrent que ce mode de travail va perdurer car il a montré son efficacité. On avait une enquête qui a été effectuée par un cabinet très récemment, c'était début mai, et qui montrait clairement que pratiquement 7 salariés sur 10, 7 cadres sur 10, pardon, ont souhaité passer au mode télétravail, continuer, persévérer dans ce domaine-là, puisqu'il apporte des avantages, et on va voir cela avec nos deux intervenants cet après-midi. Alors, il faut savoir une chose, c'est que le télétravail se développe à vitesse grand V partout dans le monde, pas uniquement au Maroc. On va voir concrètement aujourd'hui comment mettre en place ce mode de travail dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Si vous êtes une entreprise et vous êtes intéressé, vous n'avez pas encore forcément passé totalement le cap. Quels sont également les indicateurs performance? Ça tombe bien, on a Youssef Cheraibi qui est avec nous, on va lui poser la question. Quels sont les premiers chiffres qu'il a sur son business? Quels secteurs d'activité également peuvent directement passer à ce mode, sont déjà passés à ce mode, et quels secteurs d'activité pourraient passer à ce mode de manière assez simple, avec un plan? On verra ça d'ailleurs avec Iman Salhi tout à l'heure. Quels conseils RH, quels conseils management, et puis quelles frontières entre finalement la vie privée, la vie professionnelle? Ce sera aussi une question importante qu'on abordera tout à l'heure avec Iman Salhi. Puis on abordera bien sûr avec nos deux intervenants le côté juridique, le côté législatif, plutôt avec une loi qui se prépare, bien sûr, dans ce sens pour encadrer tout cela. Mais d'abord, on va commencer donc avec Youssef Cheraibi qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre pour ce webinaire. Rebonjour Youssef Cheraibi. Bonjour. Alors, vous êtes même en avance sur Mark Zuckerberg qui a lui décidé il y a quelques semaines, mais après vous,
eh bien de passer plus de la moitié de ses salariés d'ici 5 à 10 ans au télétravail. Vous, ça a été fait de manière radicale. En tout cas, la proposition elle a été faite début mai, juste après l'annonce du patron de Twitter. C'est une première au Maroc. C'est une petite révolution, comme disait Ilham Benis. Quelle mouche vous appliquez, franchement? Pourquoi ce choix, Youssef Chreibi? En fait, on a eu une opportunité unique, c'était de pouvoir tester en grandeur nature ce nouveau mode de travail. Donc, face à cette adversité, on a dû s'adapter, se réinventer en très peu de temps. On a dû installer des centaines de postes de travail en quelques jours pour pouvoir gérer cette problématique de confinement. Et donc, on l'a fait à chaque fois que c'était possible et on a pu installer 90% de nos collaborateurs, donc des postes de travail dans leur domicile. Donc, nous-mêmes, on l'a géré avec nos équipes techniques. Donc, au départ, l'idée, c'était avant tout d'assurer leur sécurité sanitaire. Donc, c'était l'urgence. La deuxième priorité, c'était de pouvoir assurer une continuité de service pour nos clients, puisque beaucoup de nos clients donc, ne pouvaient plus avoir d'interaction physique avec leurs clients, et donc les interactions à distance étaient fondamentales, surtout dans certains secteurs comme les télécoms, l'énergie ou les services publics. C'était essentiel de pouvoir continuer à dialoguer avec leurs clients, donc on a dû trouver une solution pour assurer cette continuité. Et puis, il fallait préserver les emplois également, puisque bon, bien qu'un dispositif de chômage partiel ait pu être mis en place, l'idée c'était quand même de pouvoir garder une activité pour le maximum de gens. Et puis, on a vu en fait au bout de quelques semaines d'expérience que ça fonctionnait très bien. D'abord, ça a été très bien accueilli de la part de nos collaborateurs qui ont tout de suite fait des retours très positifs et ont montré qu'ils étaient plus sereins, surtout pendant cette période de crise, qu'ils arrivaient à mieux gérer leur vie professionnelle par rapport à leur vie privée, qu'ils arrivaient à avoir des horaires de travail plus flexibles, que bien entendu, ils gagnaient en temps de transport, en frais de repas, enfin, toutes les remontées classiques liées aux avantages de ce travail. Par ailleurs, nos clients aussi ont vu que ça fonctionnait, puisque nous, on est dans un métier où c'est très normé, où on a des indicateurs de performance qui sont clairement identifiés et qui nous permettent de mesurer la productivité, la qualité, la performance commerciale s'il y a lieu. Et donc, on a vu que l'ensemble des indicateurs étaient maintenus. Et puis enfin, pour nous, on a vu que d'un point de vue économique, le modèle était très viable, puisqu'on a fait des gains de productivité. Donc, si vous voulez, quand vous alignez tout ça, des collaborateurs heureux, des clients satisfaits et une entreprise qui gagne plus d'argent, c'était juste une évidence de se dire, mais déjà, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Et là, encore une fois, ça montre qu'il y a des crises qui peuvent être salutaires, prendre certaines décisions. Et surtout, de voir qu'il n'y a aucune raison que ça s'arrête après la fin des restrictions liées à l'état d'urgence. Et c'est là où on va parler avec vous des gains de production, on va faire durer le suspense, justement, des gains de productivité, pardon. D'abord, rappelez-nous, Youssef Chreibi, Outsourcia, c'est combien de salariés, combien d'employés, et comment s'est mis en place ce mode de travail, finalement? Parce qu'il y a eu cette urgence sanitaire qui est venue frapper aux portes de toutes les entreprises du jour au lendemain. Alors, nous, on a 1800 collaborateurs dans 4 pays. D'accord. Initialement, notre métier, donc c'était du centre d'appel assez classique, où notre métier c'était de traiter des appels entrants qui arrivaient ou faire du télémarketing en utilisant en fait des infrastructures physiques installées sur les différents sites de production. Notre métier a déjà évolué ces dernières années vers ce qu'on appelle les centres d'appel virtuels, c'est-à-dire que aujourd'hui, grâce au cloud, on peut faire en sorte que, si vous voulez, les PC de nos agents deviennent comme des écrans télé où il n'y a plus rien dedans, il n'y a aucune intelligence et tout est centralisé au niveau d'infrastructures centrales et de serveurs centraux qui font que déjà à partir de nos 4 sites de production, tout agent peut traiter tout type d'opération dans ce qu'on appelle un dispositif de free sitting. En fait, il suffit juste de se loguer sur une application, puis on a accès à l'intégralité des informations et puis également avec la voix sur IP. Donc, on arrive aujourd'hui très bien, uniquement avec une simple connexion Internet, bien entendu, de bonne qualité, à pouvoir à la fois disposer de toutes les informations dont on a besoin en termes de base de connaissances, les différents scripts s'il y a lieu, les bases de données qu'on doit consulter, les outils CRM, en fait, toutes les applications dont on a besoin aujourd'hui sont accessibles via le web. Et donc, à partir de là, on était déjà organisé, si vous voulez, nativement pour pouvoir travailler à distance sur les applications de nos clients.
Donc, pour nous, installer un poste déporté dans le domicile de collaborateurs, c'est relativement simple. Dans la majorité des cas, il suffit d'avoir une bonne liaison Internet et puis on va avoir cet accès web à l'ensemble des applications. Et bon, on n'a pas pu le faire dans tous les cas, puisque dans certains cas, il y a des problématiques d'applications qui ne peuvent pas être accessibles via le web. Ça existe encore des clients qui veulent absolument sécuriser les liens. Donc, c'est ce qu'on appelle des liaisons de point à point. Donc, il faut être physiquement dans un lieu pour pouvoir accéder à ces applications, notamment lorsqu'il y a des problématiques de protection de données personnelles qui peuvent être sensibles ou des problématiques de fraude aussi. Donc, dans certains cas, ce n'était pas possible. Et c'est pour ça qu'on l'a fait dans 90% des cas et non pas dans 10%. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vu qu'il y avait une pénurie de PC portables à ce moment-là, où tout le monde voulait passer en télétravail dans l'urgence, on a eu cette idée de prendre les postes fixes de nos agents et les installer physiquement dans leur domicile. Et c'est nos équipes techniques qui ont fait tout ce travail pour les installer, puis mettre en place les connexions qu'il fallait. Alors, dans l'urgence, on a vu… Pardon ? Ça a été une sacrée logistique, quand même. Oui, ça a été un travail acharné jour et nuit, et avec en plus une crainte qu'on avait à l'époque, c'est qu'on ne savait pas si on allait pouvoir poursuivre notre activité, puisque à un moment, il était même question qu'on puisse arrêter certaines activités, et les centres d'appel auraient pu être concernés. Donc, on avait aussi cette épée Damoclès qui faisait qu'il fallait absolument qu'on puisse trouver une solution pour survivre. Et ça, je peux vous dire que ça vous rend plus créatif et plus efficace. Bon, parce que si on voulait le faire dans vous, projet, on aurait mis 1 an à prendre la décision et 2 ans à l'implémenter. Là, on a pris une journée à prendre la décision et 2 semaines à l'implémenter. Ouais, incroyable. Bon, on comprend bien qu'effectivement, il y avait déjà ce prérequis qui était déjà chez vous. Nativement, il y avait quand même un logiciel de gestion qui peut aussi permettre une visibilité à 100% sur l'ensemble des salariés. C'est le B à bas, vous diriez, vous, comme conseil aux autres entreprises qui souhaitent passer ou qui sont passées au télétravail, mais qui n'arrivent pas à faire coïncider justement totalement ce mode de travail avec un indicateur de performance? Aujourd'hui, c'est impossible de piloter une entreprise sans mesurer la performance de ses collaborateurs. Soit on le fait d'une façon traditionnelle avec des collaborateurs qu'on a sous les yeux, on va contrôler à la fois leur assiduité et le travail qu'ils vont délivrer, soit on va disposer en fait de toutes les technologies aujourd'hui qui permettent de le faire à distance. Et dans notre métier, c'est déjà le cas, parce que si vous voulez, quand vous avez 500 personnes sur un site de production, de toute façon, c'est impossible de contrôler la performance de chacune des personnes en allant surveiller ce qui se passe derrière son écran. Tout est géré de façon centralisée aujourd'hui. Donc déjà, la question de l'assiduité est fondamentale. Donc nous, on sait à quel moment la personne s'est loguée. Et c'est à partir du moment où elle s'est loguée qu'elle est présente. Ce n'est pas parce qu'elle est sur un site qu'elle commence à travailler. C'est réellement à partir du moment où elle s'est connectée à cette application qui lui permet de traiter des appels, des emails, des sessions de chat, etc. Donc nous, on arrive à suivre parfaitement l'assiduité. 2, il faut mesurer la productivité. Et donc, chez nous, ce sont des choses qui sont très normées. On sait que pour chaque opération, il y a un certain nombre d'appels, d'emails, de sessions de chat, de réseaux sociaux à gérer par heure. Et donc, lorsqu'une personne a une moyenne de productivité pendant plusieurs mois sur site, il n'y a aucune raison pour que cette productivité s'écroule une fois qu'elle est chez elle. Ou alors, si c'est le cas, ça veut dire que la personne ne joue pas vraiment le jeu. Ou alors que les conditions de travail ne sont pas optimales pour le faire, et auquel cas, il faut changer d'avis et se dire que c'est un choix qui est réversible et que c'était un mode dégradé. Mais dans la majorité des cas, on a eu des performances qui étaient soit équivalentes, soit meilleures. Et enfin, le dernier point qui est très important, c'est que dans notre métier, la règle aujourd'hui, c'est de mesurer ce qu'on appelle la qualité perçue par le client final. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une personne qui va être sérieuse, connectée à l'heure, être productive, mais si l'enquête de satisfaction fait que tous les appels qu'elle traite, le client final va la juger pas suffisamment performante, pour nous, ça va être une alerte suffisante pour dire c'est un niveau de satisfaction qui n'est pas satisfaisant pour nos clients, et donc on arrive à piloter totalement cette qualité. Et on a vu également que c'est sur cet indicateur de qualité, puisque pour chaque personne, on a une note qualité moyenne par mois, on a vu qu'elle était maintenue. Et donc, à partir de là, quand on a eu tous ces voyants qui étaient au vert, nos clients n'avaient plus aucune raison de nous dire il faut imposer aux gens de revenir chez eux. Si on doit parler en chiffres, en termes de gains de productivité, depuis la mise en place du télétravail, vous avez déjà des premiers retours chiffrés, Youssef Chreibi? On a gagné plus de 10% de productivité. 10% de productivité.
C'est quand même pas mal, hein? Incroyable. Incroyable. Concrètement, vous diriez aujourd'hui, le télétravail, c'est un levier de qualité à moindre coût pour l'entreprise? Vous pouvez répéter votre question, excusez-moi, Landry? Est-ce que vous diriez finalement que le télétravail, c'est un levier de qualité à moindre coût pour une entreprise? Alors, c'est un levier de réduction de coûts, ça c'est une évidence. C'est un levier qui permet de gagner en flexibilité, puisqu'aussi en termes d'aménagement des horaires de travail, on a beaucoup plus de souplesse, aussi bien pour le collaborateur qui va pouvoir faire des choix au moment qui l'arrange le mieux pour pouvoir travailler, et puis nous-mêmes aussi pouvoir ajuster ça au mieux à nos flux de traitement. Donc, il y a une flexibilité de part et d'autre qui est très appréciable. Il y a des avantages en termes de qualité de vie, on en a parlé très clairement. Si vous voulez, déjà tout cela, ce sont des acquis qui sont évidents et mesurables. Maintenant, au niveau de la qualité, nous, notre but, c'était d'avoir une qualité au moins équivalente, et c'est le cas. Dans certains cas, elle peut se dégrader, et donc ça veut dire que c'est un mauvais choix et qu'il faut revenir dessus. Mais lorsqu'elle est au moins équivalente ou même supérieure, là, effectivement, tous les voyants sont au vert, comme je vous le disais, et les astres sont alignés pour faire ce choix de façon durable. Est-ce que le télétravail est adapté à tous les secteurs d'activité du self-service et quels conseils vous donneriez aux entreprises qui souhaitent passer justement ce cap? Alors évidemment que non. Déjà, même pour nous, l'idée, ce n'est pas d'aller vers du 100% télétravail, puisqu'on estime qu'on a pu le tester, que ça marchait dans 90% des cas et qu'au final, ce sera environ 50% des personnes qui feront ce choix durablement. Ça veut dire que dans les autres cas, il y a certaines personnes qui préfèrent continuer à venir travailler sur des sites physiques, rencontrer leurs collaborateurs, avoir un mode de vie qui ne se prête pas au télétravail. Donc l'idée, c'est il ne faut vraiment jamais aller dans les extrêmes et de se dire que la vraie innovation, c'est d'offrir la liberté à chaque personne de faire ce qui l'arrange le mieux en fonction de ses envies, ses contraintes et de l'évolution de ses contraintes, parce qu'on peut également faire marche arrière. Donc, il ne faut pas aller vers des raccourcis en disant c'est tout télétravail ou 100% télétravail. L'idée, c'est à la fois que ce soit pour une certaine partie de personnes qui s'intéressent, également que ça puisse être alterné avec du présentiel. Le bon modèle, c'est justement de pouvoir revenir sur site pour rencontrer ses managers, rencontrer ses collègues, pour ses besoins en formation continue et pour garder ce lien social qui est fondamental. Donc, pour nous, il faut que ce soit alterné pour que ça puisse être viable. Et puis, bien entendu, c'est beaucoup plus adapté à des métiers comme les nôtres, où, comme je vous disais, l'ensemble des indicateurs sont normés, standardisés, on peut tout mesurer de façon très objective et en temps réel, que pour d'autres métiers où c'est beaucoup plus difficile à faire. Il y a des problématiques de contrôle, des problématiques de sécurité, de protection des données personnelles, de fraude. Il y a énormément de sujets qui font que dans certains cas, c'est beaucoup moins adapté. Et la meilleure réponse, c'est que la vraie chance de cette crise, c'est que tout le monde a pu le tester. Et il n'y a rien de mieux qu'un test grandeur nature pour voir les cas où ça marche, les cas où ça ne marche pas. Et donc la réponse, on l'aura à la fin de cette crise. Et ceux qui auront envie de maintenir ce modèle, c'est qu'ils ont jugé qu'il était viable. Et ceux qui feront marche arrière, c'est que pour eux, ça n'était pas adapté. Mais ce qui est certain, c'est que c'est une nouvelle voie qui est ouverte. Et ce qui est certain, c'est que ça va se développer. Et que, encore une fois, nous, on n'a rien inventé. C'est des choses qui existent déjà dans les pays anglo-saxons depuis plusieurs années et avec un modèle qui a fait ses preuves. Et il n'y a aucune raison que le Maroc reste à l'écart de cette tendance lourde qui va de toute façon se développer. Mais donc, vous dites, vous, quand même, que le présentiel doit être tout de même une option qu'on garde sous la main, peut-être une présence une fois, 2 fois, 3 fois par mois pour quand même garder ce lien social, cet attachement à l'entreprise. En fait, avant même ça, il faut déjà demander au collaborateur ce qu'il veut faire, lui. Parce que des personnes qui ne veulent pas rester chez elles, il est hors de question de leur imposer du télétravail. Donc, il faut déjà que ce soit une envie. Parce que nous, si vous voulez, on a envoyé un message vidéo à nos 1800 personnes pour leur dire, écoutez, on a vu que ça fonctionnait. Tous ceux que ça intéresse peuvent se manifester pour qu'eux fassent cette demande en disant, moi, j'aimerais conserver ce mode de travail durablement. Il faut déjà que ce soit la personne elle-même qui en fasse la demande. Le volontariat est fondamental. Et à partir de ce moment-là, nous, on voit est-ce que c'est possible de le faire techniquement, oui ou non? Est-ce que nos clients sont d'accord, oui ou non? Et enfin, est-ce que les performances vont être au rendez-vous? Et c'est pour ça qu'au final, on arrive à peu près à 50%, parce que dans tous les autres cas, il y a un des critères qui n'est pas, pour lesquels ça ne fonctionne pas.
Et donc, l'idée, encore une fois, ça doit vraiment partir du collaborateur qui doit faire ce choix délibéré et qui a aussi le droit de changer d'avis si son mode de vie change et qu'il n'a plus d'espace chez lui au bout d'un moment pour le travailler convenablement. Il ne faudrait pas qu'on puisse lui imposer. Alors, reste la question de la loi. Pour l'instant, il n'y a pas de texte, mais un texte est en cours d'élaboration. Youssef Chreibi, il y a déjà eu un projet de décret pour les administrations publiques. Par rapport au privé, qu'en est-il? À quoi on doit s'attendre? Est-ce que vous avez des informations dans ce sens-là pour l'instant? Oui, alors déjà, la première des choses qu'il faut rappeler, c'est que le plus souvent, ce sont les pratiques qui font que les textes s'adaptent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre qu'il y ait une loi avant de mettre en place de nouveaux modes de travail de façon générale. Ça s'adapte à beaucoup de domaines, si vous voulez. Ce qui fait qu'il va y avoir une loi, c'est parce qu'encore une fois, il y a eu cette urgence et qu'on a vu que c'était nécessaire de pouvoir s'adapter à cette nouvelle pratique. Et d'autant que lorsqu'il n'y a pas de texte, ça ne veut pas dire que c'est interdit. Ça veut dire une seule chose, ça veut dire qu'en l'absence de texte, ce sont les aménagements contractuels qui vont prévaloir. Et donc, s'il y a un consentement et qu'il y a un accord de part et d'autre entre le collaborateur et l'entreprise et qu'on fixe les conditions du télétravail et qu'on signe un avenant au contrat de travail qui est bien entendu, par définition, vu que c'est un contrat, ne peut être imposé et qu'on s'engage à respecter un certain nombre de règles, on est à 100% conforme à la loi. Le cadre juridique après viendra, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, puisque en fait, je participe moi-même à une commission qui a été mise en place par la CGEM, donc une commission ad hoc pour faire une proposition de loi pour encadrer le télétravail dans le secteur privé. Et donc, on échange régulièrement sur le sujet. Justement, l'idée d'avoir bénéficié de cette expérience permet de remonter certaines contraintes qu'on n'aurait pas imaginées sans l'avoir pratiquée. Et je suis très confiant sur notre capacité à voir sortir quelque chose d'ici quelques semaines ou quelques mois au plus tard, puisqu'on a réuni des acteurs de différents secteurs. On s'est inspiré également des expériences qu'il pouvait y avoir en Europe. Et puis, l'idée, c'est de pouvoir adapter le code du travail, parce qu'il faut savoir aussi que même en télétravail, on doit quand même continuer à respecter toutes les lois qui concernent le code du travail de façon générale. C'est-à-dire que là, ce sont des aménagements, mais tous les principes de base restent bien entendu valables en termes de protection, en termes de sécurité, en termes de couverture sociale, en termes de beaucoup de choses. Aujourd'hui, on est dans le meilleur timing pour le faire. Et ce qui est très bien, c'est que le secteur public a été pionnier sur le coup sur ce sujet, puisqu'ils ont déjà présenté un projet de décret pour les fonctionnaires. Et bien entendu, on va devoir suivre très rapidement. La révolution télétravail est donc en route aussi bien dans le public que dans le privé. Une dernière question, Youssef Chreibi, sur la protection des données privées des utilisateurs. Quelle position a adopté votre groupe? Alors là-dessus, ça va dépendre en fait des clients et de la nature des données qu'on manipule. Il faut bien savoir qu'aujourd'hui, dans la majorité des cas, les données qu'on gère ne sont pas sensibles. Parce qu'il y a eu beaucoup d'évolutions aussi sur la façon de les protéger, qui sont des moyens techniques qu'on a trouvés. Je vais vous donner un exemple. On avait pendant plusieurs années une vraie problématique par rapport aux données bancaires et au numéro de carte bancaire qu'on devait communiquer par téléphone pour faire des achats sur Internet. Aujourd'hui, la technologie nous permet, dans la majorité des cas, et pour les clients qui le veulent, nous, on propose une solution où, par exemple, les derniers chiffres ne sont pas donnés par téléphone, mais sont saisis directement sur le mobile du client final et qui vont aller dans un secteur de façon cryptée. Personne ne va avoir accès à ces données. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'évolutions au niveau technologique qui permettent totalement de protéger justement les données. Et puis même au niveau des bases de données, aujourd'hui, on n'a plus la possibilité comme avant de pouvoir aller consulter l'intégralité d'une base, extraire des données, etc. C'est en consultation seulement. C'est entièrement contrôlé et les contrôles qui sont effectués sur site de production peuvent très bien être effectués aussi dans le domicile de nos collaborateurs. Et donc là, on est en train aussi d'adapter, donc avec la CNDP qui a été très réactive et il nous a permis aussi en très peu de temps de pouvoir adapter les problématiques de protection au télétravail. Et donc, on va continuer à travailler avec eux pour pouvoir aller jusqu'au bout de la logique et réellement offrir des conditions optimales de protection des données, même quand on est en travail à distance, sachant que dans certains cas, ce ne sera pas possible. Et dans les cas où les clients jugent que c'est beaucoup trop risqué, que c'est trop sensible ou que la fraude est un vrai sujet, ben évidemment, on sera dans une situation où il faudra renoncer au télétravail et on restera sur
une gestion en classique dans un site en présentiel, puisqu'on aura jugé que c'est trop risqué. Alors, on a beaucoup de questions qui arrivent sur notre fil, les questions qu'on développera juste après l'intervention de Iman Sali. Merci beaucoup, Youssef Chabi. Vous restez bien sûr avec nous pour cette partie donc de questions-réponses avec le public qui est nombreux à nous suivre. Iman Sali, rebonjour, vous êtes consultante RH, ex-DRH. Vous, concrètement, vu votre expérience justement, que pensez-vous de l'initiative prise par Outsourcia, de cette décision qui est arrivée début mai. Effectivement, Youssef Chabi nous le rappelait, c'est via une vidéo sur YouTube qu'il a annoncé la nouvelle et la révolution s'est mise en place très rapidement. Alors, écoutez, je pense que c'est une décision qui est très audacieuse. Et comme a dit Youssef Chabi, qui a été déclenchée par la crise, puisque tout le monde a été obligé en fait d'aller en télétravail. Donc, ça a été une opportunité. Mais je pense que de façon naturelle, le secteur en fait de la relation client était prêt quelque part. Je parle des gros opérateurs, comme l'a dit M. Chalabi, parce que de toutes les manières, dans leur ADN, ils sont digitalisés. Le temps de présence est monitoré. Les collaborateurs savent exactement ce qu'ils ont à faire, à quel moment ils doivent le faire. Ils travaillent 8 heures, ils sont rémunérés pour les 8 heures, donc il n'y a pas ce risque de débordement comme sur d'autres entreprises où les cadres peuvent travailler 12 heures et qu'il n'y a aucun impact sur leur salaire, ce qui peut créer de la frustration. Je vous avoue que des fois, j'aime bien avoir 2-3 feuilles sous la main, circuler Atlantic Radio, faire genre que je travaille et puis je ne travaille pas. Non, je plaisante. C'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive parfois dans le fixe. Et là, le télétravail, finalement, ça nous oblige à nous concentrer, à télétravailler, à travailler en permanence depuis chez nous, depuis notre confort. Absolument. Et comme ça a été démontré dans le cas d'Outsourcia, c'est qu'on s'est rendu compte aussi que les gens, en fait, de chez eux, sont beaucoup plus concentrés, sont beaucoup plus productifs. Et eux ont pu le monitorer, ont pu l'observer factuellement, contrairement aux autres entreprises qui ne traquent pas la performance, qui ne sont pas outillées pour ça. Donc aujourd'hui, je pense que le fait d'avoir un suivi de performance et de productivité inhérent même à leur activité leur a facilité le fait de sauter le pas. D'autre part, il y a une chose en fait qui, pareil, historiquement, est là pour les opérateurs de la relation client, c'est qu'ils avaient cette étiquette pas très reluisante d'être des exploitants de la jeunesse, qui n'offraient pas en fait la possibilité d'évoluer ou de créer une carrière à l'intérieur même de ces opérateurs. Et donc, ces gros opérateurs se sont attelés à la tâche depuis une dizaine d'années pour travailler sur leur marque employeur, pour travailler sur leur marketing RH, pour consolider en fait une vraie stratégie de communication RH et communication interne. Ce que ça a donné, c'est qu'aujourd'hui, ils ont des collaborateurs qui portent leur entreprise dans le sang. Donc, c'est un garde-fou aujourd'hui pour tout ce qui est isolement, tout ce qui est perte du sentiment d'appartenance. Et ça, c'est non négligeable, mais parce qu'ils ont fait un travail de fond depuis à peu près une dizaine d'années. Ensuite, un des avantages qui est non négligeable, je me souviens en fait de mes années dans le nearshore et comment est-ce qu'on bataillait pour trouver les compétences qu'il fallait sur des bassins qui finalement sont très étroits sur nos sites d'implantation. Aujourd'hui, quand on va vouloir recruter, ce n'est plus un poste qui est basé à Casa ou à Lomé ou à Madagascar. C'est un poste qui est basé dans votre salon, votre salle à manger ou dans le café du coin. Donc, ça leur ouvre des opportunités de recrutement. Là où ils ont un vrai problème, je parle sous le contrôle de M. Chalabi, ça leur ouvre quand même une sacrée opportunité. Donc en fait, pour moi, oui, c'est une décision qui coule de source, qui est audacieuse à ce timing-là, mais Outsourcia a ouvert la voie et je pense que naturellement, d'autres opérateurs vont suivre. Quel conseil RH vous donneriez justement aux entreprises qui désirent passer finalement à ce mode de travail, Iman Sali? Alors, la version courte, c'est qu'ils prennent mon téléphone, qu'ils m'appellent parce que j'ai bossé sur ça pendant 3 mois avec le cabinet. Donnez-moi votre numéro de téléphone. La réponse plus élaborée, c'est qu'effectivement, au niveau du conseil RH, je pense que la majorité des cabinets ont travaillé pendant ces 3 mois en fait pour mettre en place des accompagnements pour les entreprises qui voulaient sauter le pas. Et nous avons abouti en fait à
des éléments tels que, alors avant toute chose, puisque toutes les entreprises ne peuvent pas aller sur du télétravail, que ce soit en partiel ou en totalité, dans l'état actuel des choses, il faut écouter les collaborateurs. Donc, lancer des opérations d'écoute pour savoir, pour prendre la température, pour savoir si les gens sont prêts, pas prêts, comme ce qui a été fait en fait au niveau d'Outsourcia. De faire en fait table rase de tout ce qui est ressenti, émotions un peu ambiguës qui se sont passées pendant ce confinement parce que ce n'était pas des conditions de télétravail normales puisqu'on s'est retrouvés en fait dans le rush à prendre notre laptop et à courir, se retrouver avec les enfants, le papa, la maman, tout le monde à la maison. Donc ce n'était pas en fait une situation normale. Donc expliquer que c'est normal que les gens n'aient pas été en confort absolu pendant cette période, mais ce n'est pas le télétravail tel que défini avant cette crise. Ensuite, informer. Ce qui s'est passé pendant cette période, pendant les trois derniers mois, c'est que du fait de la distanciation, les collaborateurs ont un peu perdu, ne savent plus où on va, mais à l'échelle de l'entreprise. C'est-à-dire, quels chiffres nous avons réalisés, est-ce que les choix stratégiques sont toujours d'actualité, où on va, est-ce qu'il va y avoir, une restructuration ou pas. Donc, informer, mettre du lien et surtout, en fait, remercier pour la loyauté, pour tout ce qui a été déployé, avec des prises de parole, en fait, des leaders sous des différents formats, comme l'a fait, en fait, Youssef Chraïbi à travers une capsule. Et voilà, donc informer, communiquer et renouer avec les collaborateurs. Troisième brique, former et outiller les managers qui se sont retrouvés complètement dépourvus à gérer des équipes qui étaient soit totalement en télétravail, soit hybrides, moitié en télétravail, moitié sur site, et qui ont dû se débrouiller avec leur logique, leur rationalité et avec ce qu'ils avaient à ce moment-là. Aujourd'hui, le management et le middle management sont une pièce maîtresse de la réussite en fait du travail à distance. Donc, il faut les écouter. Parce que, alors, la beauté de la chose, comme l'a dit Youssef Chraïbi, c'est qu'on a fait l'expérience en grandeur nature. Et ça, c'est formidable. Parce que ça a permis aux managers et aux middle managers, en réalité, de toucher les limites de l'exercice, de connaître quelles sont leurs zones de confort et leurs difficultés, et de pouvoir partager des best practices. Donc, ça l'avantage, c'est qu'on va les former et les coacher sur des choses très ciblées, ce qui va donner en fait un gain de temps et de budget pour les entreprises. Donc, outiller les managers, ça c'est fondamental. Et ensuite, ça, personne ne va pouvoir y couper, c'est faire le bilan des 3 mois sur les process. En fait, là, c'est un retour d'expérience, un vrai dispositif de retour d'expérience. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, où sont nos goulets d'étranglement, où est-ce qu'on pêche, où est-ce qu'il y a de la lenteur, où est-ce qu'il y a de la lourdeur. Donc ça, il faut reprendre et encore une fois, l'ayant vécu, on sait là où on n'est pas bon. Donc vraiment, faire un retour d'expérience formalisé sur ces 3 derniers mois, ça va nous donner de la rapidité de décision, ça va nous permettre d'adapter nos entreprises, si elles sont adaptables, bien sûr, au télétravail ou pas. Et du coup, on va pouvoir prendre des décisions rationnelles, pragmatiques et logiques. Ouais. C'est vrai qu'on a cette schéma pyramidal hein, souvent dans les entreprises, schéma pyramidal de management, de décision, et que le télétravail, ça change tout parce qu'on n'est plus sur une logique verticale, mais plutôt sur une logique horizontale. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, selon vous, Iman Sali, justement de confrontation de génération dans les processus décisionnaires et de management, et dans ce cas, quelle solution? Est-ce que ça passe uniquement par de la formation? Est-ce qu'il faut peut-être créer un plan d'action sur plusieurs semaines, plusieurs mois pour éviter ce choc de génération, ce choc de confrontation? Alors, je vais répondre à peu près de la même manière qu'auparavant, c'est-à-dire que la question cruciale que pose aujourd'hui le télétravail, c'est la fluidité des process et la rapidité de prise de décision. En fait, il n'y a pas d'organisation idoine pour toutes les entreprises. On va partir en fait des constats que nous avons faits durant cette période et voir où est-ce qu'on a en fait des problèmes de décision et de goulot d'étranglement. Une organisation est faite pour des besoins en fait d'optimiser les ressources, la performance et la rapidité de décision. Donc, on ne va pas aller sur des organisations flat parce que c'est ce qui se fait, c'est ce qui est dans l'air du temps. On va partir des besoins de l'entreprise et de sa réalité actuelle pour désengorger là où ça ne fonctionne pas. Alors, quand vous parlez en fait de clash générationnel, j'imagine que vous parlez des générations Y et Z aujourd'hui,
qui sont en train d'investir le marché du travail et qui sont dans nos entreprises. Alors, eux, effectivement, sont averses à la notion de hiérarchie telle que nous la connaissions. Ils sont averses aux lenteurs de prise de décision. Donc, et ils ont besoin de feedback. Ils ont besoin de feedback en permanence. Donc, ces générations-là sont beaucoup plus à l'aise dans un mode projet. Parce qu'ils sont freelanceurs dans l'âme. Ce sont des freelances qui travaillent en entreprise. Donc, eux, ce qui leur va, c'est donner leur un objectif, donner leur un délai, donner leur les moyens, laisser-les bosser et revenir pour voir les résultats. Bien sûr, en faisant des points périodiques. Donc, ces générations-là vont être extrêmement épanouies, extrêmement à l'aise dans le travail à distance. Pour ces générations-là, le mode projet est super important. Pourquoi? Parce que les objectifs sont clairs, les rôles sont définis, le pilotage est clair aussi, et la décision est basée sur la compétence et non pas la hiérarchie. Donc, il va y avoir, les décisionnaires vont être des référents en termes de compétences et non pas en fait en termes de grade hiérarchique. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est la seule réponse. Alors, il y a aussi évidemment du sentiment d'appartenance. On en parlait un instant avec Youssef Chreibi. Comment faire pour toujours engager ces employés, voire ces nouveaux employés qui vont arriver sur le marché du travail en mode télétravail dans les prochains mois, et quid également de l'avenir, de tout ce qui est séminaire, de tout ce qui est team building. Dites-moi pas que les team building vont disparaître parce que ça va manquer sinon. Jamais de la vie. Ils sont déjà prêts, les team building de demain. Les team building en fait à distance, c'est-à-dire que voilà, on a anticipé, on sait bien ce qui va se passer après un tel confinement, on le savait. Donc, on s'est mis à la tâche, on s'est mis à l'œuvre aussi pour travailler sur des modèles et des formats qui sont à distance. Aujourd'hui, la grande chance que nous avons, c'est que nous disposons d'outils technologiques extrêmement performants, extrêmement qui vous donnent en fait un vrai confort comme si vous étiez en présentiel. Donc aujourd'hui, effectivement, par exemple, avec le cabinet Éclore dont je fais partie, on a déjà mis en place des team building à distance que on a déjà testé et qui ont donné des résultats, avec des outils qui vous permettent de faire des ateliers, qui vous permettent de faire des brainstorming, qui vous permettent de faire des challenges, qui vous permettent d'avoir des post-it virtuels, des salles pour les sous-groupes. Donc, nous sommes aujourd'hui outillés pour pouvoir garder ce type d'activité en termes de formation, en termes d'ateliers de réflexion et en team building. Et ça ne va faire que s'accélérer parce que en fait, les producteurs de ces plateformes se rendent bien compte aussi et ont anticipé cette vague, ont anticipé le télétravail, ont anticipé la distance. Ce qui est sympa aussi, c'est que ces outils, même pour les entreprises qui ne seront pas en télétravail, vont pouvoir en bénéficier parce qu'ils sont à moindre coût. Ils vous économisent tout ce qui est billets d'avion, hébergement, expense. Vous pouvez faire un team building à distance avec vos gars de Lomé, vos gars de Madagascar et ceux de Casa en même temps. Ça, c'est pour ceux. Donc, même quand on n'est pas en télétravail, ce sont des outils qui vont être consommés par des entreprises tout à fait normales, qui ont des équipes en fait un peu dispersées sur le royaume ou ailleurs. Donc, de ce côté-là, si des orchestres philharmoniques ont pu nous donner des concerts en confinement et jouer en même temps, on est capable de continuer à travailler ensemble et séparément. Donc, il n'y a vraiment pas d'association de ce côté-là. Alors, il y a aussi finalement l'absence de contact au bureau, l'absence de lien social. On en parlait également tout à l'heure. On peut se poser la question de cette relation d'épanouissement de l'employeur et de l'employé avec ce télétravail, Mansali. Absolument, ça c'est la chose qui va manquer absolument et qui est irremplaçable. Le contact, en fait, les rencontres physiques sont irremplaçables. Maintenant, pour qu'un employeur soit épanoui, pardon? Le petit café. Je vous entends mal. Le petit café, c'est pas grave, allez-y. C'est pas grave. En fait, pour qu'un employeur soit épanoui, il faut qu'il mette ses objectifs budgétaires, que ses choix stratégiques, que ses projets soient stratégiques fonctionnent bien, que ses équipes soient performantes et engagées. Et pour que les équipes soient performantes et engagées, elles ont besoin de choses qui sont claires, nettes et précises, qu'on soit en télétravail à distance ou en présentiel. C'est
Il faut qu'on sache où on va. Pour qu'un collaborateur soit bien, il faut qu'il sache où on va. Donc, une vision claire et partagée. Il faut qu'il sache quelle est sa contribution dans cette vision. Donc, sa mission, ses objectifs individuels. Il faut qu'il sente qu'il fait partie d'un collectif, qu'il soit à distance ou en présentiel. Donc, et ce collectif, en fait, c'est la culture d'entreprise qui est co-construite, expliquée, partagée et métabolisée. Donc, une com interne intelligente et dynamique que les nearshorers ont déjà, mais que d'autres entreprises vont devoir en fait rattraper. Il faut être fier de l'entreprise où l'on travaille. Ça, c'est fondamental. Il y a plein d'études qui le démontrent. Donc, une marque employeur qui soit honnête, intègre, citoyenne et qui met l'humain au centre de ses préoccupations. Un management bienveillant pour les résultats et une politique RH équitable et basée sur la méritocratie. Avec ça, que vous soyez à distance ou pas, vous êtes bon. Maintenant, la difficulté de la distance, c'est ce que va changer le télétravail, c'est l'effort supplémentaire que les entreprises vont devoir faire pour faciliter la vie à leurs collaborateurs et garder ce sentiment d'appartenance. Alors, faciliter la vie, c'est digitaliser en premier lieu, c'est communiquer et informer en permanence avec des formats différents sur des réseaux sociaux, des newsletters, des vidéos. C'est impliquer dans la vie de l'entreprise les collaborateurs en prenant leur avis sur des décisions qu'on va prendre, sur des changements. Et ça se passe à travers des sondages, des enquêtes régulières, créer des communautés d'intérêt et des incubateurs où les collaborateurs vont pouvoir en fait travailler sur des idées innovantes et avoir le soutien de leur entreprise. D'autre part, quand on parle de marque employeur, on parle d'ambassadeurs de cette marque. Donc, créer des communautés d'ambassadeurs qui vont faire rayonner notre marque à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise sur les réseaux sociaux, sur les pages Facebook, Instagram. Et ça se fait beaucoup et ça fonctionne très bien parce que les générations Y et Z sont extrêmement sensibles à l'image de l'entreprise. Donc, c'est fondamental, même pour continuer en fait à pouvoir recruter, ça c'est quelque chose qui est fondamental. Ensuite, c'est les faire sortir de la routine. Ces générations détestent s'ennuyer. Donc, leur donner des projets transverses où ils vont rencontrer d'autres personnes à part leur manager et leur équipe. Il faut qu'ils travaillent sur d'autres sujets, il faut qu'ils rencontrent d'autres personnes. Et bien sûr, garder des parenthèses de fun et de plaisir à travers les team building, les séminaires et ce genre de choses. Et garder une part d'âme dans nos réunions parce que comment est-ce qu'on va remplacer aujourd'hui la discussion de couloir ou la discussion autour de la machine à café? On n'a pas le choix, ça va se faire pendant nos réunions. Mettre un petit moment où on dit ça va, tu vas bien? Qu'est-ce que tu as lu cette semaine? Qu'est-ce que tu as fait? Mais on est obligé de le faire parce que si l'humain n'est pas considéré, le collaborateur ne le sera pas. Voilà, voilà. On va parler vie privée, vie personnelle et vie professionnelle, bien entendu. Quelles sont les limites avec ce mode de travail? Finalement, travailler chez nous, ça peut un peu nous faire mélanger les pinceaux côté psychologie, non? Iman Sali, quelle séparation possible, quels conseils vous nous donneriez? Alors déjà, ça a rendu complètement dingue, je pense, au moins 30% des mamans pendant cette période, la période que nous venons de passer, mais je tiens à rassurer tout le monde, elles se sont transformées en femmes orchestres, elles étaient au fourneau, les enfants, le homeschooling, les réunions, les zooms, en voyant passer des gamins derrière, hurler. Donc, ce n'est pas la configuration normale, c'est une configuration d'urgence. Normalement, le télétravail ne se passe pas comme ça, c'est plus normalisé, c'est plus calme. Et il y a plusieurs études en fait qui ont été faites bien avant cette crise, mais même quand on fait aujourd'hui des sondages auprès des entreprises, M. Schreiber en a parlé, c'est que la majorité en fait des entreprises, des collaborateurs aujourd'hui veulent rester en télétravail parce que ça leur offre un meilleur équilibre de vie professionnelle et personnelle. Le télétravail en fait est une vraie opportunité d'épanouissement s'il est appréhendé correctement et bien sûr pour des profils qui s'y prêtent. Des personnes qui ne sont pas autonomes ou des jeunes recrues, c'est un petit peu compliqué, mais sur des profils un peu plus autonomes, ça se passe très bien. Alors, le premier garde-fou, je pense, c'est de mettre en place une charte de collaboration. Une charte de collaboration, ça veut dire quoi? C'est mon cadre. C'est quoi le cadre? C'est mes horaires en fait, de travail, je suis obligée d'être connectée de telle heure à telle heure. Je m'arrête à telle heure et je ne déborde pas. C'est pas parce que je suis à la maison que je prends des appels où je peux être sollicitée jusqu'à 22 heures.
c'est là où il va y avoir en fait un clash entre vie personnelle et vie professionnelle. Les plages horaires, clairement, mettre des frontières physiques. Des frontières physiques qui sont visuelles et visibles pour tout le monde. Même si j'ai un bout de table de salle à manger que je nomme mon bureau, c'est mon bureau. Quand je suis assis là, mes enfants, mon époux, mes parents ne peuvent pas me parler, c'est comme si j'étais au bureau. C'est comme si j'étais absent. Et ça, il y a un exercice en fait de pédagogie et d'explication. Et ça a été fait, au début, ça a été un peu, assez brouillon. Mais sur les mois qui sont passés, là, aujourd'hui, j'ai vu des gens avec 4 ordinateurs ou 5 ordinateurs sur la même table à manger. Chacun est dans son bureau et on communique au moment des pauses. Donc, c'est des choses, en fait, on doit être éduqué, on va s'auto-éduquer et éduquer les gens qui sont autour de nous, nos époux, nos enfants, pour dire, maman est au travail quand elle est là. S'habiller. Ça aussi, c'est un truc qui est assez drôle, c'est qu'il faut s'habiller parce que pour une fois, l'habit fait le moine. Quand on se met en condition de travail, il y a visuellement quelque chose qui se passe autour de nous. Donc, il n'y a plus d'antagonisme entre vie privée et vie professionnelle. Je pense que là, on a passé le cap de ces discussions. On a passé le cap. Je pense que là, tout le monde s'est plus ou moins adapté. Et en étant assez pédagogue et en communiquant, je pense qu'on est capable en fait d'avoir cette étanchéité entre vie personnelle et vie privée. Merci Iman Sali. Alors on va parler justement avec vous deux, Youssef Chraïbi et Iman Sali, de l'aménagement de l'espace de travail. Ça c'est important. Youssef Chraïbi, je crois que vous avez pris des initiatives. Tout à l'heure, vous nous racontiez que votre groupe, votre Sourcia s'est mobilisé notamment pour équiper les employés qui n'étaient pas équipés en ordinateur avec le matériel informatique que vous aviez déjà à disposition. Qu'est-ce qu'on peut imaginer à l'avenir? Est-ce qu'on peut imaginer justement peut-être l'État soutenir des entreprises ou l'entreprise débourser pour pouvoir équiper son salarié et comment on peut aménager correctement son espace de travail? Vous avez mis en place une charte également, vous prévoyez de mettre en place une charte pour les nouvelles recrues, pour l'ensemble des recrues du groupe Haute Sourcia? Oui, alors on a mis en place une charte pour définir effectivement toutes les conditions qui doivent être respectées, puis les droits et les devoirs de chacun pour ce nouveau mode de travail. Après, il faut bien se dire une chose, c'est qu'on ne peut pas faire d'ingérence et qu'à partir du moment où la personne déclare qu'elle va être dans des conditions où elle va pouvoir travailler sereinement au calme, mais qu'elle estime qu'elle dispose à la fois de l'espace et des conditions idéales pour le faire, on ne peut pas nous faire les flics, aller vérifier chez elle que ça se passe bien. De toute façon, encore une fois, au final, on a la chance énorme d'avoir des indicateurs très objectifs pour mesurer la performance en temps réel. Donc, si la personne fait le souhait qu'elle estime qu'elle est dans des conditions qu'elle juge, elle, optimales pour le faire, et que nous, en termes de résultats, on voit que tous les indicateurs sont au vert, on ne va pas aller plus loin. Bien entendu, il y a des situations qui peuvent évoluer, des personnes qui n'avaient pas d'enfants qui vont en avoir, et d'un coup, ce sera plus difficile. Et nous, si vous voulez, il faut qu'on soit dans un contrat de confiance et il faut que ce soit sur une base déclarative et il faut que ce soit évolutif aussi puisque la mode de vie de chacun peut évoluer. Et l'important pour nous, c'est qu'on garde en vue en permanence la mesure de ces indicateurs et qu'on a aussi convenu, bien dans notre charte, de mettre en place une prime exceptionnelle qui va couvrir les frais additionnels qu'il pourrait avoir liés à ce télétravail puisqu'effectivement, il y a de l'espace en plus qui est utilisé, il peut y avoir alors pas la connexion Internet parce que c'est nous qui la fournissons, et également le matériel, c'est nous qui fournissons, mais ça peut être également Internet parce que souvent elle a été citée comme frein dans les études qui ont été faites ici au Maroc comme mode justement de télétravail parce qu'on a une mauvaise connexion, donc ça nous empêche à être performant et à bien travailler. Alors dans certains endroits, il peut y avoir une mauvaise connexion parce qu'il n'y a pas de fibre optique. Dans certains endroits, les routeurs 4G ne fonctionnent pas. Et dans ces cas-là, bien entendu, il faut renoncer au télétravail, il faut revenir travailler sur site. Voilà, il faut toujours garder ça en tête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des outils technologiques, et notamment les routeurs 4G qui sont les plus récents, sont très, très performants et nous permettent largement et on le mesure, puisque, encore une fois, on fait des écoutes en temps réel, on mesure la qualité de la voix, et donc tout cela est très normé. Et donc, on arrive parfaitement à voir que si on est au-dessus des standards minimums exigés, parfait. Et à chaque fois qu'on a le moindre doute ou lorsque ces objectifs ne sont pas atteints, ça veut dire que ce n'était pas un choix à retenir.
Iman Sali, est-ce qu'on peut travailler au café Est-ce qu'on peut imaginer aller se balader à la plage et travailler depuis la plage si on a une bonne connexion, par exemple? Est-ce que tout est possible dans le télétravail? Je pense par exemple à des entreprises comme Accor en France qui permet à ses cadres de travailler dans n'importe quel hôtel en France. Alors, je vais revenir en fait à l'avenant qu'on a mis au contrat du travail. Ça dépendra de chacune des entreprises. Certaines vont donner la liberté à leurs collaborateurs de choisir l'endroit où ils travaillent et d'autres vont être très strictes en disant c'est dans votre domicile et nulle part ailleurs parce que c'est là où vous êtes couvert par une assurance. Et puis, pour des questions en fait justement de sécurité des données, c'est là où on veut que vous travaillez. Donc ça, là aussi, ça va dépendre en fait de ce que va mettre chaque entreprise dans cet avenant. D'autre part, en fait, moi, j'ai juste en fait une recommandation, une très forte recommandation, c'est que les entreprises qui vont passer au télétravail à 90% comme Sourcia, qu'elles puissent en fait aménager un endroit où les personnes, même celles qui sont en télétravail, lorsqu'elles ont un impératif, lorsqu'elles veulent juste se retrouver entre collègues, c'est aménager un espace où les gens puissent venir se plugger et travailler pour une journée et repartir. L'avantage, c'est qu'on garde le lien avec les collaborateurs, on garde le lien entre les collaborateurs. Et puis, c'est vraiment une situation win-win et ça peut vraiment dépanner lorsque, je n'en sais rien, le petit dernier a son cours de trompette et que je ne peux pas me concentrer. C'est vachement pratique de se retrouver entre collègues que de se retrouver dans un café, n'importe où. Voilà. Youssef Chrabi, tout à l'heure, il y avait Iman Sali qui nous parlait du sentiment d'appartenance. Il y a cette question aussi des nouvelles recrues. Quelle est la recette que vous avez trouvée? Je suis intéressé pour travailler à Outsourcia. Est-ce que je peux passer directement en télétravail ou est-ce qu'il y a un temps d'adaptation à avoir et dans ce cas, une présence peut-être qui doit être configurée sur un espace-temps assez relatif, le temps de vraiment trouver ses repères? Alors, nous, ce qu'on a fait par rapport à cette demande, c'est que les choses sont très claires. Avant de pouvoir passer en télétravail, il faut avoir fait ses preuves en présentiel. Donc, on ne peut pas adopter ce mode de travail dès l'entrée dans chez Outsourcia. Il faut passer 3 mois chez nous. Et c'est les 3 mois minimum qui vont être nécessaires pour justement adhérer à la culture d'entreprise, pour également monter en compétences. Chez nous, la formation initiale est fondamentale, aussi bien en termes de savoir-être que de savoir-faire. Tout est mesuré et puis on voit que les indicateurs de performance sont atteints au bout de quelques semaines avec une courbe de progression qu'on observe de très près. Et donc, les 3 premiers mois se passent chez nous de toutes les façons. Après ces 3 mois, des personnes qui sont jugées suffisamment performantes et autonomes et qui font le souhait d'aller en télétravail et qu'elles s'engagent à pouvoir le faire dans des meilleures conditions, là, on leur fait confiance. Et encore une fois, on observe les résultats. Et lorsque ça fonctionne bien, il n'y a aucun souci, on le maintient durablement. Et si ça ne fonctionne pas, ça veut dire qu'on n'était pas dans des conditions optimales pour le faire. Et là, on revient sur site. Donc, si vous voulez, on est vraiment dans un cas où, d'abord, la formation initiale, la présence sur site, elle est fondamentale pour assurer cette appartenance et faire en sorte que toutes les valeurs d'entreprise soient bien transmises et puis également se familiariser avec tous les outils qui sont mis en place, tous les process de l'entreprise, connaître toutes les personnes au niveau de l'administration, s'assurer que toutes les demandes qu'on fait au niveau de ces problématiques de santé, de demandes de crédit, enfin de beaucoup de choses, il faut vraiment qu'ils sentent qu'il fait partie de l'entreprise. Et après cela, après ces 3 mois, on continue à garder une fréquence minimum de visite de 2 jours par mois sur site. Donc, à la fois pour pouvoir produire aussi sur site et rencontrer les managers, même si on a des rencontres quotidiennes qui se font via visio. Les rencontres toutes les 2 semaines sur site sont fondamentales. Retrouver tous leurs collègues qui doivent venir ce même jour lorsqu'ils sont sur une même opération, tout le monde se retrouve pour qu'ils gardent ce lien. Et puis pour les besoins de formation continue également, qui dans certains cas peuvent se faire à distance, mais qui sont nécessaires aussi en présentiel, notamment pour du coaching individuel ou des choses comme ça. Voilà. Donc on est vraiment sur une formule hybride. C'est parfait. Ça y est, c'est la meilleure solution? Oui, c'est la meilleure solution parce qu'on ne va pas pouvoir remplacer en fait le présentiel et le contact humain, on ne va pas pouvoir le remplacer. Avec ce qu'ils ont fait, je pense qu'ils sont vraiment pareils. C'est nickel. C'est avoir en fait une solution hybride pour pouvoir et garder du lien
et continuer en fait à travailler en télétravail. Enfin, Vous posez la question du team building, Landry, lorsqu'il y a un team building annuel qui est organisé, même si vous avez 70% des gens qui sont en télétravail, bah, le team building, vous continuez à l'organiser physiquement comme avant. On n'est pas obligé de tout passer en virtuel non plus. Hein. La question ne se pose pas toutes les semaines. Hein. Lorsque c'est un événement annuel, ben, il n'y a rien qui change. C'est intéressant ce que vous disiez sur finalement sur ces nouvelles recrues. Vous allez regarder les indicateurs de performance et ne pas les lâcher en mode télétravail s'ils ne sont pas performants. C'est un petit peu également ce qu'a décidé le patron de Twitter tout récemment. Ce sont les meilleurs salariés qui vont passer en mode télétravail parce qu'on a une confiance et on sait qu'il y a une performance. D'ailleurs, ce sera un télétravail à vie, hein, comme vous avez proposé. Alors, je disais beaucoup de questions de la part du public nombreux hein, qui nous suit. D'abord, une question sur le non-respect finalement des horaires de travail ou le travail le week-end, qui peut être des dérives du télétravail. Iman Sali, qu'est-ce que vous en pensez? Là, tout va jouer finalement dans le cadre réglementaire. En fait, dans le cadre réglementaire, mais surtout en fait, la loi qui va arriver, puis après je voudrais avoir la réaction de Wissam Chabi. En fait, au-delà du cadre réglementaire, oui, bien sûr, il va y avoir une loi qui va sortir à ce sujet et qui va réglementer. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. D'accord. Très bien. Ce que je disais, c'est que oui, ça va être, on va légiférer en fait par rapport au télétravail, mais d'autre part, c'est là où je vous dis que le management, le top management et le middle management ont un rôle central. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est impensable que les gens continuent à solliciter qui que ce soit au-delà d'une certaine heure. Après, même en mode présentiel, si je suis en retard sur mon boulot et que je prends 2 heures pendant le samedi pour travailler, ça me regarde. Seulement, il ne faut pas que ça devienne une règle. C'est pas parce que je suis chez moi et que de toutes les manières, chez moi, c'est devenu mon bureau, que je continue à travailler ou qu'on me demande de travailler. Donc, c'est au niveau du management que ça doit se jouer, au niveau de la culture d'entreprise, au niveau de la charte en fait qui va être imposée et qui va être signée par tout le monde pour que tout le monde s'engage à la faire respecter, au-delà de la législation. Wissam Chabi. Alors, pour nous, vous avez imaginé? Pardon. Pour notre métier, les choses sont beaucoup plus claires parce que si vous voulez, même en présentiel, les personnes sont rémunérées sur la base du nombre d'heures de production. Et donc, on va se mettre d'accord avec notre collaborateur sur un planning hebdomadaire d'heures de connexion. Et donc, la seule chose qui change en télétravail, c'est qu'il peut y avoir plus de flexibilité à la fois à la demande du collaborateur ou à notre demande. Vous savez, on a l'impression que les centres d'appel, c'est uniquement des appels, mais aujourd'hui, il y a plus de 50% des flux qui sont ce qu'on appelle des flux asynchrones, qui sont des traitements d'email ou des sessions sur des réseaux sociaux, des choses comme ça. Et là-dessus, ce qu'on leur demande, c'est en une journée de 8 heures, ils doivent atteindre un certain nombre d'actes produire. Donc, c'est un objectif qu'on se fixe ensemble. Et il faut savoir qu'ils peuvent avoir beaucoup plus de flexibilité aujourd'hui. Ils peuvent travailler de 9h à midi, demander si c'est possible de se déconnecter un moment, se reconnecter plus tard. L'important, c'est qu'à la fin de la journée, le nombre d'heures qui était planifié soit réellement réalisé, que le nombre d'actes en objectif soit atteint. Et après, on est entre gens responsables et on sait très bien que ce qui compte, c'est vraiment le résultat. Et comme encore une fois, on arrive à le mesurer, et nous, chez nous, si vous voulez, s'il y a une personne qui va travailler 2 heures de plus, ça veut juste dire qu'elle va être payée 2 heures en plus. Voilà. Parce que c'est directement lié au nombre d'heures effectives de production. Et il nous arrive en télétravail que des personnes aient envie de travailler plus et de faire des heures supplémentaires. Donc, elles le demandent et on leur donne l'accord lorsqu'il y a matière à. Et donc là, on est sur du win-win, travailler plus pour gagner plus. Mais en aucun cas, on travaille plus pour gagner autant. Et nous, dans notre métier, je vous dis, c'est mesuré à la minute près. Donc, il n'y a pas de sujet. Iman Sali, vous voulez réagir? Pour les entreprises où ce n'est pas justement monitoré à la minute près, c'est-à-dire que on va parler typiquement du mois de mars, du mois de février et mars au niveau des directions financières où les gens vont devoir en fait travailler et rester de faire des charrettes. C'est des choses qui sont, même en présentiel, on sait qu'à ce moment-là, il va y avoir des heures sup et donc c'est prévu. Donc à ce moment-là, il va falloir juste les cadrer et avoir des autorisations pour dire ok, très bien. On ne sait pas à quelle heure tu t'es logué, on ne sait pas, mais tu vas être, voilà, tu as une prime qui va venir en fait rémunérer la prime de bilan ou ce genre de choses.
où on va rentrer ces heures de charge qui vont être en plus. Maintenant, comme l'a dit Chalabi, c'est qu'on va compter sur la responsabilité de chacun, sur l'autonomie de chacun et sur l'honnêteté en fait de la façon de manager les collaborateurs. C'est pour ça, encore une fois, je remets une couche, le management a un rôle central sur le réussite du télétravail. Alors, question à présent sur finalement l'impact de la crise Covid-19. Tous les secteurs ont été impactés forcément, Youssef Chalabi le vote notamment. Est-ce que justement ce gain de productivité que vous avez gagné grâce au télétravail, ça peut permettre d'atténuer chouïa ces pertes que vous allez subir ou pas? Oui, bien entendu. On a eu une baisse importante dans le secteur de l'ordre de 30%. Les premiers mois, là, on va être autour des 20% et on estime qu'on va retrouver un rythme normal d'ici le dernier trimestre de cette année. Donc, c'est très important, surtout dans un secteur où, si vous voulez, on n'a pas beaucoup de leviers pour variabiliser nos coûts, étant donné que notre principal poste de coût, ce sont nos ressources humaines, justement. Et donc, notre but, c'était de pouvoir conserver le maximum de personnes et pouvoir traverser cette phase difficile. Donc, bien entendu, malgré cette baisse de revenus, puisque nos clients sont essentiellement en France, que l'activité en France a baissé, et donc il y a eu beaucoup moins de demandes sur de la prise de commande ou du SAV, par exemple. Donc, nous, ça nous a impacté, mais en même temps, vu qu'on a gagné un petit peu en productivité, ça nous a permis effectivement de limiter les dégâts, mais bon, on n'est pas sur un effet où l'un va annuler l'autre. Ça nous a juste permis, si vous voulez, de traverser cette crise d'une façon un petit peu moins délicate. Mais en revanche, si on arrive à garder une organisation performante et au moment où on retrouvera notre rythme normal et qu'on a des personnes qui veulent rester durablement en télétravail, des clients qui souhaitent maintenir ce modèle et nous qui arrivons également à avoir un modèle économique plus viable, là, clairement, on pourrait avoir un modèle vertueux pour tous. Mais pour le moment, on est encore dans une phase difficile à traverser. Et Sally, sur les gains de productivité, on va pouvoir observer ça pour toutes les entreprises qui vont se mettre au télétravail, ou ça va quand même dépendre du management de l'entreprise? Le management, c'est la clé? Oui, ça va dépendre en fait de à quel point les entreprises sont outillées justement pour traquer cette performance, pour mesurer cette performance, ce qui n'est pas le cas de toutes les entreprises. Je dirais même ce qui n'est pas le cas d'une majorité d'entreprises où la performance et la productivité ne sont pas traquées. Donc aujourd'hui, on est encore sur des entreprises où la performance est encore estimée et encore. Donc, toutes ne vont pas pouvoir dire factuellement, oui, le télétravail nous fait gagner en productivité ou non. Donc, à part quelques secteurs comme le vôtre, typiquement, où c'est monitoré, ça fait partie de l'essence, en fait, même de leur activité, les autres, ça va être compliqué. Une toute dernière question avec Youssef Chalabi sur votre secteur. On a une question de Mohamed qui nous demande justement, est-ce que vous pourrez nous dire peut-être combien de centres de relations clients vont passer en mode télétravail d'ici la fin de l'année? Est-ce qu'on peut avoir une idée, une projection? Est-ce que vous avez des chiffres, puisque vous êtes également président de la MRC, l'Association marocaine de la relation client? Non, je ne suis plus président de la MRC, maintenant c'est un autre confrère. Mais en fait, on se réunit toujours régulièrement au niveau de la MRC. Effectivement, on va même mettre en place une charte d'intention pour encadrer le télétravail dans notre secteur, qui a quand même un certain nombre de spécificités, avec un certain nombre d'engagements qu'on va prendre de notre part avant même que la loi ne paraisse, puisqu'on sait que ça va mettre un peu plus de temps. Donc, on est tous d'accord sur des principes qu'on doit respecter pour essayer de développer le télétravail. Ce qui est certain, c'est que durant la crise, la majorité des acteurs n'ont pas eu d'autre choix que de le mettre en place. Donc, ça concerne un nombre très important d'acteurs. Maintenant, je ne peux pas vous dire qui va en faire si vous avez une estimation. Une stratégie sur du long terme. Je pense que ça va concerner, qu'on va avoir d'autres annonces qui vont suivre. Ça ne m'étonnerait pas, puisqu'on l'a vu aux États-Unis, ça s'est beaucoup généralisé. Et il n'y a aucune raison pour encore une fois, qu'on reste, nous, à l'écart de ce mouvement. Donc, moi, je suis très confiant sur le fait que ça va concerner de plus en plus d'entreprises de nos secteurs et je suis sûr qu'on va avoir des annonces dans ce sens dans les semaines à venir. Mais je ne peux pas vous donner un chiffre précis là-dessus. Je pense que ce sera une majorité. Voilà, la révolution qui est en marche du télétravail.
Merci beaucoup. Alors, vous soyez manager, chef d'entreprise, salarié, j'espère que ce webinaire s'est bien passé et a répondu à vos questions. En tout cas, on a eu beaucoup d'éléments concrets, de réponses précises et de valeurs ajoutées, de propositions de la part de nos experts qui ont tenté de répondre à vos interrogations les plus récurrentes et qui ont tenté de trouver des solutions innovantes. J'espère que ces solutions seront bien pour la plupart entendues et appliquées très prochainement dans les mois à venir pour pouvoir passer au mode télétravail de manière la plus pérenne et la plus tranquille possible. À très bientôt pour un prochain webinaire. Je remercie encore une fois Iman Sali et Youssef Chrabi pour leur participation. Merci. Merci avec à vous. Au revoir. Bon après-midi, à très bientôt pour un prochain webinaire de la Bridge. Merci.